Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous accueillir si nombreux autour des travaux de la plateforme RSE sur les enjeux européens de la RSE. Cette année a été ponctuée par une actualité très riche en matière de RSE avec la révision ou la préparation de nouveaux textes qui vont complètement changer les cadres en matière de RSE. Je pense à la directive en matière de reporting extra-financier, la directive NFRD de 2014 qui devient la directive de soutenabilité CSRD, la stratégie renouvelée en finances durables avec notamment le règlement taxonomie, le projet de directive sur le devoir de vigilance et la gouvernance d'entreprises durables qui est annoncé pour demain normalement. Compte tenu de toute cette actualité et comme la France s'apprête à présider le Conseil de l'Union au premier semestre 2022, on a décidé à la plateforme RSE de se concentrer sur ces enjeux tout au long de la première partie de l'année. Et donc, j'ai eu le plaisir d'animer un groupe de travail avec Daniel Auroy du Forum citoyen pour la RSE et Pauline Fiquémont du MEDEF, un groupe de travail qui a donné lieu à une publication, la RSE, un enjeu européen, autour duquel nous sommes ravis de vous inviter à échanger aujourd'hui. La France a souvent eu un rôle pionnier en matière de RSE. Je pense à la loi NRE, la loi Grenelle 2, la loi sur le devoir de vigilance. Est-ce que la France pourra impulser un haut niveau d'exigence lors de sa présidence? Est-ce que l'ambition des textes sera à la hauteur des défis environnementaux et de justice sociale auxquels ils entendent répondre? Comment les nouveaux cadres permettront de transformer les pratiques et aller vers une logique d'impact? Comment s'assurer aussi que ces nouveaux dispositifs permettent d'œuvrer, d'aller vers une transition juste? Et puis, au moment où la France s'apprête à présider le Conseil de l'Union, quelles seront ses priorités en matière de RSE? On est ravis de vous accueillir pour cette heure et demie d'échange, pour cette webconférence dont voici le déroulé. Alors, on est ensemble jusqu'à 16h30. En ouverture, nous accueillerons François Gave, représentant spécial pour la RSE et la dimension sociale de la mondialisation. Nous présenterons à deux voix avec Sandrine Cadic, chef de projet à la plateforme, l'AVI, les travaux de la plateforme RSE. Et ensuite, nous laisserons Katia Martin-Chenu, donc membre de la plateforme, membre de la CMCDH, le soin d'animer une table ronde avec Céline Micoin du MEDEF et Yvan Rigordeau de la CFDT. Il y aura également un temps de questions-réponses via le chat. Vous n'avez pas la possibilité d'intervenir à l'oral, mais via le chat et si possible en ciblant la personne, l'intervenant à qui vous adressez vos questions pour que ce soit le plus facile possible de vous répondre. Et puis en conclusion, nous accueillerons Pascal Durand, parlementaire européen très impliqué sur ces sujets. Je vais laisser maintenant la parole à Monsieur François Gave, qui, je crois, est à Genève pour la nouvelle session qui vient de s'ouvrir sur le projet de traité de l'ONU sur les droits humains et les entreprises qui s'est ouverte hier. Monsieur l'ambassadeur, comment se prépare cette présidence française? Quels sont les enjeux pour la diplomatie française? Merci beaucoup. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement. Très bien. Merci infiniment de m'avoir convié depuis Genève à cet événement très bienvenu, je crois, très important et très bienvenu. Un grand merci, bien sûr, à la plateforme, à tous les participants à la plateforme, à France Stratégie et à vous tous. Je suis très heureux d'être avec vous. Ce sont des sujets, évidemment, qui me tiennent à cœur. Et je viens néanmoins avec un rameau d'olivier à la main parce que je suis assez neuf sur ces sujets. Comme vous le savez, j'ai pris mes fonctions il y a à peine 2 mois. Et je sais que vous connaissez extrêmement bien ces sujets et que vous avez déjà une très grande expertise. J'ai pu apprécier la grande qualité des travaux que j'ai pu voir de la plateforme RSE en particulier sur ces questions. Alors, non seulement vous avez eu la gentillesse de m'inviter, mais en plus, vous avez eu la grande amabilité de me donner un agenda assez précis avec 3 questions. Et je vais vraiment essayer de m'y conformer.
Première question, c'est au fond, d'une façon un peu générale, qu'est-ce que c'est qu'une présidence de l'Union européenne? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Deuxième question, l'agenda européen de la RSE du point de vue de la diplomatie française, qu'est-ce que ça peut être? Et enfin, troisième question que vous m'avez également posée, qu'est-ce que la plateforme RSE, au fond, peut apporter dans ce contexte? Je commencerai par la présidence de l'Union européenne. J'ai une petite expérience dans ce domaine. Je crois que ce qui est évidemment très important, ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'une présidence a un grand atout, une grande force, c'est qu'elle a la maîtrise de l'agenda, elle a la maîtrise du calendrier. Elle fixe les priorités et dans le cadre de ces priorités, elle fixe un niveau d'ambition. Donc ça, c'est fondamental. Et c'est là-dessus, évidemment, qu'il faut que notre présidence soit déterminante. En revanche, il y a un peu en contrepartie aussi, il faut bien voir qu'une présidence, ça n'est pas le simple prolongement des positions nationales. Il peut y avoir d'ailleurs dédoublement, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir une position française d'un côté et une position de la présidence française de l'autre. Mais la présidence en tant que telle, sa première vertu, c'est d'être vraiment impartiale, irréprochable. Il faut que du point de vue juridique, notamment, elle soit inattaquable. Il faut qu'elle soit très ouverte, qu'elle soit le plus transparente possible. Si elle n'a pas ces qualités-là, elle n'ira pas loin. Donc, il faut vraiment bien garder à l'esprit, et ça suppose naturellement que qu'il y ait tout un, comment dirais-je, une certaine souplesse aussi sur le fond. Je vais y revenir. Donc, il y a ces deux choses. D'un côté, il faut fixer le tempo, si je puis dire, des débats au Conseil, faire le lien évidemment avec le Parlement européen, mais d'un autre côté, il faut être d'une neutralité, si je puis dire, neutralité active, vraiment au-dessus de tout soupçon. Ça, c'est fondamental. Je voudrais également dire qu'une présidence, ça n'est pas une présidence européenne, c'est pas simplement Bruxelles, enfin Bruxelles et Strasbourg. C'est un ensemble. Euh, il faut évidemment impliquer les capitales. Bien souvent, c'est indispensable. Donc faire du bilatéral aussi, pas uniquement de l'européen. Il faut, d'autre part, on imagine souvent qu'une présidence, ça dure exactement 6 mois. Non, ça commence bien avant. D'ailleurs, on en a la preuve, et ça se termine après. Il faut travailler avec la présidence qui précède, travailler avec la présidence qui suit. Donc, c'est un travail d'ensemble. Et d'autre part, et j'y reviendrai tout à fait à la fin, il ne faut évidemment pas s'imaginer que, encore une fois, tout se passe. Beaucoup de choses se passent à Bruxelles, beaucoup de choses se passent à la table de négociation, bien sûr. C'est là qu'on voit véritablement les vraies positions s'affirmer, mais tout ça doit être préparé avec la société civile. On ne peut pas se passer de ce travail indispensable avec l'ensemble de la société civile. Donc voilà ce que je voulais dire dans un premier temps sur la question un peu générale d'une présidence. Le deuxième sujet, c'est l'agenda européen de la RSE du point de vue de la diplomatie française. Alors là, encore une fois, je serai très prudent parce que, comme vous l'avez dit, nous n'avons pas tous les textes sous les yeux et donc c'est un peu difficile de se prononcer à ce stade. Et naturellement, les concertations interministérielles indispensables n'ont pas encore eu lieu, donc c'est un peu tôt. Je me bornerai donc à quelques remarques de bon sens. La première chose, c'est que je pense qu'il n'y a pas de doute que pour l'ensemble de notre diplomatie, le caractère essentiel de la RSE est évident. Ça, je crois qu'il y a un niveau d'exigence qui est évident. Bon, alors, pourquoi? Bon, d'abord parce que la RSE, ça répond à une demande forte et croissante, une demande démocratique forte et croissante de tous nos citoyens, qu'ils soient consommateurs, qu'ils soient employés, qu'ils soient syndiqués. Enfin, c'est une demande qui est incontournable. Deuxièmement, parce que la RSE, au fond, c'est un peu le complément, le pendant, et c'est d'ailleurs étroitement lié aux ODD, aux objectifs de développement durable. Au fond, les ODD, c'est la première grande révolution de la mondialisation. On fixe de grands objectifs
à tous les États des objectifs pour la première fois communs à long terme sur les biens publics mondiaux. Dans une certaine mesure, la RSE, c'est un peu la contrepartie davantage tournée vers le secteur privé. Mais on sait bien que les deux sont complémentaires, l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Et notamment, vous avez évoqué la taxonomie tout à l'heure, s'agissant de la réorientation des financements vers les grands biens publics mondiaux, et il est clair que les financements publics ne suffiront pas, il faut la réorientation des financements privés. Donc, dans ce cadre, la RSE sera déterminante. La troisième raison, c'est que, vous l'avez dit, nous avons, la France est pionnière, nous avons une loi nationale, celle de 2017, nous avons aussi le pendant avec la loi de 2019, et donc nous avons le devoir et tout intérêt aussi à ce qu'au niveau européen, nous ayons une harmonisation européenne et des exigences européennes à la fois compatibles avec les nôtres et évidemment au moins aussi ambitieuses. Troisièmement, l'Union européenne elle-même est déjà à la pointe dans la plupart de ces domaines. Ça, je crois qu'on peut le dire sans démagogie, en matière sociale, en matière environnementale, évidemment, en matière de droits de l'homme. Et donc, il faut absolument que l'Union européenne capitalise là-dessus. Et la RSE, c'est une occasion de le faire. Et puis il y a une dernière chose, c'est que évidemment la RSE, si on ne la fait pas au niveau européen, de toute façon elle se fera, mais elle ne se fera pas par des normes européennes, elle se fera par d'autres normes. Et on voit bien se profiler soit des normes américaines, soit des normes ou une absence de normes côté chinois. Et c'est certainement pas dans notre intérêt que ce soit le cas, qu'on se laisse en quelque sorte encadrer par des normes qui ne sont pas les nôtres. Donc, là-dessus, je crois qu'il n'y a pas de doute. Maintenant, évidemment, en bon diplomate, je dirais quand même qu'il faut faire attention, il faut être prudent. Nous avons évidemment de très fortes contraintes européennes. Ça, il ne faut pas se le cacher. Comme vous le savez tous, les États membres sont loin d'être unanimes sur ces sujets. On a quand même une bonne partie de l'Europe, notamment l'Europe de l'Est, qui est très réticente, voire très hostile. On a une Europe du Sud, c'est peut-être moins clair, mais enfin, disons, attentiste à ce stade. On a, alors l'Allemagne et la France devront absolument être moteurs, mais elles n'ont pas tout à fait le même modèle. Il faudra trouver un arrangement, si je puis dire, au sein du moteur, enfin, au sein du couple franco-allemand. L'Union européenne a été évidemment un peu ébranlée quand même par le Brexit et actuellement par les tensions avec la Pologne et aussi avec la Hongrie. Elle était un petit peu fragilisée. Et les textes sur la RSE sont tardifs, vous l'avez dit. Et le calendrier, notre propre calendrier, est très court et est assez surchargé. Donc ça fait quand même beaucoup de contraintes. Alors dans ce contexte, que faire? Je pense que l'esprit dans lequel, dans ce genre de situation, on essaye de se tirer d'affaire, c'est, je crois, ce qui est essentiel, c'est d'avoir un cap très clair, un niveau d'exigence très clair sur la RSE. Je pense qu'il ne faut pas, ça je crois que ça va être également important pour notre diplomatie, ne pas sacrifier le fond des sujets au calendrier. Le calendrier est important, mais il vaut mieux avoir des textes un petit peu plus tard, enfin, adopter des textes un peu plus tard, mais avoir de bons textes, plutôt que de vouloir se hâter à tout prix et d'avoir de mauvais textes ou des textes vraiment très peu ambitieux. Ça, je crois que c'est une chose qu'on a bien à l'esprit. Je pense qu'il va falloir faire beaucoup de pédagogie. Ce travail a commencé, mais il va falloir le renforcer très fortement, notamment vis-à-vis de nos partenaires de l'Union européenne. Et je pense également que, enfin, vous en parlerez, je pense, tout à l'heure, mais il y a toute une série de textes, comme vous l'avez dit. Il y a des paquets de textes qui sont déjà très achevés. Par exemple, tout ce qui tourne autour de la taxonomie, c'est déjà très achevé, c'est très important. Là-dessus, il faut absolument qu'on avance vite. Il y a des textes qui sont en bonne voie, comme la SPG, la révision des SPG, c'est très important et ça peut progresser assez vite. Il faut capitaliser là-dessus au maximum, sans négliger bien sûr le texte sur le devoir de vigilance qui est central. Et je termine pardon, je suis peut-être un peu long, sur la plateforme, la dernière question sur la plateforme RSE. Voilà, la plateforme, encore une fois, elle me paraît, elle peut être vraiment déterminante parce qu'elle peut jouer pleinement son rôle à la fois de think tank finalement, de ce travail de pédagogie dont je parlais, c'est vraiment quelque chose qui est très utile. Je crois aussi que parfois notre diplomatie, tout simplement parce qu'elle est en plein dans la négociation, le nez dans le guidon, comme on dit parfois,
a besoin à la fois qu'on l'aide et qu'on lui rappelle un petit peu les exigences et le cap général qu'il faut se fixer, le niveau d'ambition qu'il faut se fixer. Donc ça peut être aussi un rôle extrêmement important. Mais je crois aussi que, alors ça c'est vraiment mon opinion purement personnelle, ne le prenez pas, je crois aussi qu'il faut, encore une fois, quand on est en présidence, il faut être ouvert, être souple. Il n'y a jamais une seule solution, une seule possibilité. Il faut en envisager plusieurs. Et là aussi, je pense que la plateforme, parce qu'elle est très ouverte, peut offrir des alternatives. Et c'est vraiment ce dont on a besoin. Voilà, donc merci infiniment encore. Et beaucoup de travail en perspective, mais je pense qu'on peut y arriver avec pragmatisme et détermination. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup pour ce propos liminaire qui effectivement fait bien écho. Moi, je retiens trois éléments. Il y a besoin de pédagogie, il y a besoin d'un cap, et c'est vraiment ce à quoi on s'est efforcé dans nos travaux. Et puis, je retiens aussi que tout n'est pas bordé et que du coup, il y aura une place pour l'écoute de nos travaux. Donc ça donne espoir. Je propose qu'on vous présente le fruit de notre travail, donc de ces 6 mois de travail entre mars et septembre. Alors, on va passer. Je vais peut-être. Alors, ça ne veut pas passer. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet de ce qui a constitué en fait notre avis, on fera ça à deux voix avec Sandrine Cady, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, vous présenter la plateforme RSE pour ceux qui la connaîtraient d'un peu plus loin. La plateforme RSE, elle est saisie par le gouvernement où elle s'auto-saisit pour élaborer des avis, formuler des recommandations à destination des entreprises, des pouvoirs publics, pour faire progresser la prise en compte de la RSE. On fonctionne sur la base du consensus. Dernièrement, on a été amené à travailler sur l'empreinte biodiversité de l'activité des entreprises, sur les labels RSE, sur le numérique responsable, sur l'égalité femmes-hommes à l'international. C'est risqué parce que je vais en oublier. Actuellement, on travaille sur l'affichage social des produits et des services et sur la problématique des aidants. Alors, la plateforme, c'est 50 organisations, c'est une instance de concertation qui a été créée en 2013 à la demande de 16 organisations qui, à la suite d'une conférence environnementale, avaient demandé à ce qu'il y ait un lieu de débat et de concertation sur la RSE. Donc, elle est hébergée par France Stratégie, elle est placée auprès du Premier ministre et donc elle a une légitimité unique du fait de sa composition. Donc, vous voyez les membres qui la composent. Et donc, c'est 50 membres organisés en 5 pôles, le pôle des entreprises, des syndicats, de la société civile, des chercheurs, développeurs et des institutions. Et un bureau de 15 membres qui est une émanation de ces membres, donc qui pilote les travaux. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi avoir travaillé sur l'Europe ? Alors déjà, il y a tout un contexte. En 2019, l'Union européenne s'est dotée d'une stratégie face au changement climatique et à la dégradation de l'environnement. C'est le fameux pacte vert ou Green Deal de l'Union européenne, dont l'idée est de transformer l'économie en une économie moderne et efficace dans l'utilisation des ressources qui garantissent la fin des émissions nettes de gaz à effet de serre d'ici fin 2050, où la croissance économique est dissociée de l'utilisation des ressources et où personne n'est laissé de côté. Donc, c'est accompagné d'un plan d'action qui vise à promouvoir l'utilisation efficace des ressources en passant à une économie propre et circulaire, en restaurant la biodiversité, en réduisant la pollution. Ça s'accompagne d'un plan d'investissement européen et d'un mécanisme pour une transition juste. Je ne vais pas rentrer dans les détails à ce stade. Mais par ailleurs, la Commission européenne a rappelé le rôle clé du secteur privé dans le financement des ODD et pour aller dans une trajectoire tracée par l'accord de Paris. 3 textes étaient, comme je l'ai dit, en préparation ou en révision au niveau européen cette année. Donc, la fameuse directive NFRD, la directive de reporting de 2014,
qui devient un reporting de soutenabilité et à laquelle un bien plus grand nombre d'entreprises vont être soumises du fait de l'abaissement des seuils. On pourra y revenir. La stratégie renouvelée en finance durable, avec notamment le règlement taxonomie, et un projet de directive sur le devoir de vigilance. Et puis, dernier élément de contexte qui a fait qu'on s'est mobilisé autour de ce sujet-là, c'est effectivement cette présidence française dont M. Gave nous a parlé, qui couvrira le premier semestre 2022. Et du coup, après une concertation des membres, le sujet de l'Europe, la RSE au niveau européen, est apparu comme la priorité des priorités. Et lors de la consultation des membres pour établir la feuille de route, et on s'est dit qu'avec cette présidence française, il y avait une fenêtre d'opportunité pour porter une voix des acteurs de la RSE. Je vais laisser Sandrine peut-être vous dire un mot complémentaire sur les textes en question. Merci Frédéric. En effet, la plateforme RSE a fait le choix de s'intéresser à 3 textes majeurs en matière de RSE. Tout d'abord, le premier texte est la directive CSRD, qui en fait a pour objectif de réviser la directive actuelle en matière de reporting extra-financier qui date de 2014. En effet, la Commission européenne, à travers ses consultations, a pu noter notamment un manque de comparabilité des données existantes en matière ESG, environnement, social et gouvernance. Donc, ce choix a été fait d'une révision de la directive avec, on va dire, 2 grands changements actuels dont tu parlais, tu as dit un mot déjà, Frédéric, sur cette question d'abaissement des seuils. Aujourd'hui, la directive pourrait concerner les entreprises de plus de 250 salariés au lieu de 500 à l'heure actuelle. Donc, on aurait environ 50 000 entreprises qui seraient concernées par cette directive au lieu de 12 000 actuellement. Également les PME cotées, à l'exception des micro-entreprises, et pour l'ensemble des PME, pouvoir s'engager de manière volontaire. Donc ça, c'est vraiment un des grands changements de la directive actuelle, avec également la création de normes, de standards de reporting, justement pour travailler sur cette question de la comparabilité. Donc c'est vraiment un texte majeur qui appuie également des questions liées aux objectifs et de s'inscrire dans des objectifs clairs et précis. Et on reviendra ensuite plus particulièrement sur cette question de la double matérialité. Donc ça, c'est vraiment le premier texte. Nous avons également regardé plus en détail le règlement taxonomie. Donc là, nous ne sommes plus dans une directive, nous sommes dans un règlement de taxonomie qui a été adopté en 2020 et qui va être complété par des actes délégués. Les premiers, notamment, sont sortis au début de l'été. Donc, l'idée ici du règlement de taxonomie, il faut comprendre que la taxonomie, c'est une question de classification des activités durables. Et on parle bien des activités, non pas des entreprises. C'est un point important. Les entreprises peuvent très bien avoir des activités classées comme durables ou non durables. Pour pouvoir définir si une activité est durable, elle va devoir contribuer de manière substantielle à 6 objectifs environnementaux. Donc, je les ai rapidement listés, qui sont l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, l'utilisation durable des ressources, la transition vers une économie circulaire, la prévention et la réduction de la pollution, la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Donc, une activité sera durable si elle contribue substantiellement à un de ces objectifs, tout en n'ayant pas d'effet négatif sur les 5 autres objectifs. Donc, c'est vraiment un point important. Et par ailleurs, elles doivent garantir des garanties minimales en matière sociale. Donc, c'est vraiment un vrai changement et une question importante pour les entreprises qui vont devoir publier leur part durable de chiffre d'affaires, dépenses en capital et dépenses d'exploitation. Donc, je le disais, cette taxonomie va être accompagnée d'actes délégués. On a eu les premiers actes délégués concernant les 2 premiers objectifs sur les questions climatiques et nous devrions avoir le prochain acte délégué concernant les 4 autres objectifs courant 2022. Il y a eu un peu de retard pris au niveau de cet acte délégué.
Donc ça, c'est le deuxième texte qui nous a intéressés et qui s'articule avec la directive CSRD qui, on l'a vu, va revoir les seuils au niveau des entreprises. Troisième texte très important pour la plateforme RSE, c'est le projet de directive en matière de devoir de vigilance, car c'est un point vraiment essentiel. Il ne peut y avoir Green Deal que s'il y a évidemment cette question de transition juste et d'appui à travers un projet de directive en matière de devoir de vigilance. On le voit au niveau national, il y a de nombreuses lois au niveau européen qui sont passées. Donc, on pense évidemment à la France, mais également l'Allemagne, les Pays-Bas, pour ne citer que ces pays. Et donc, il est apparu très important pour les membres de la plateforme RSE qu'il y ait ce cadre commun au niveau du devoir de vigilance. Donc, c'est vraiment un texte très important. Le Parlement européen a adopté en mars 2021 une résolution appelant la Commission à proposer une directive spécifique sur le devoir de vigilance. Et l'idée sera vraiment de contraindre les entreprises à prendre des mesures effectives de prévention et d'atténuation des risques d'atteinte aux droits humains et à l'environnement tout au long de leur chaîne de valeur. Donc voilà, c'est vraiment ces trois textes importants qui vont nous éclairer sur la RSE de demain. Et l'ensemble des membres de la plateforme RSE ont évidemment regardé quels étaient les enjeux importants par rapport à ces textes et ont pu évidemment partager les points de discussion. Merci beaucoup Sandrine. Du coup, l'objectif de nos travaux sur cette base-là, ça a été d'abord de partager l'analyse sur les différents textes, en fait, se doter de clés de compréhension communes. Il y a beaucoup d'expertise au sein de la plateforme, mais c'est aussi des sujets qui peuvent être parfois très techniques. Donc, on a essayé de jouer ce rôle de mutualisation, de capitalisation de toute l'expertise qu'il pouvait y avoir au sein des membres. Il y a eu, par exemple, une consultation en début d'année de la Commission sur gouvernance d'entreprises durables et on a essayé de recenser parmi les membres de la plateforme quelles étaient la contribution, quelles étaient les points communs, les points de divergence, etc. Donc, on avait énormément de matière. Une fois cette étape réalisée de mise à niveau, de partage d'informations, etc., il y avait aussi l'idée de contribuer à cette présidence française, de porter un message commun. C'était en fait essayer de sortir, c'est quelque chose qui est souvent revenu dans le groupe de travail, comment on sort des silos qui emprisonnent un peu la pensée autour de ces sujets-là, parce qu'en fait, on voit qu'avec la technicité des sujets, en fait, on a une vision parfois qui n'embrasse pas l'ensemble de la dynamique, et il y avait vraiment ce besoin qui a été exprimé au sein du groupe d'avoir une vision commune, de ne pas raisonner texte par texte, et en fait, du coup, d'essayer en dépassant cette logique de s'adresser de façon commune à la présidence française pour impulser une dynamique de changement. Alors, comment on a fait? Dans un premier temps, on s'est réunis, on s'est entouré d'experts, on a aussi, effectivement, comme je disais, on s'est un peu nourri aussi de l'expertise des membres. Et sur chacun des textes qu'on a identifiés, on a un peu fait ressortir les enjeux, les points de discussion qui ressortaient. Ensuite, l'idée, dans un deuxième temps, c'était d'essayer de faire ressortir ce qui était commun, ce qui pouvait en fait être de l'ordre de ce qui nous était commun et sortir de cette approche en silo. Donc, vous ne trouverez pas de prise de position sur est-ce que le nucléaire doit faire partie d'une activité durable dans la taxonomie, par exemple. L'idée, au contraire, c'était le fil rouge de notre travail, ça a été quelle vision de la RSE porter au niveau européen en vue de la présidence française, sachant que, comme l'a dit M. Gave, tous les textes n'étaient pas au même état d'avancement, avec le même calendrier, donc on a eu affaire à cette contrainte. Les recommandations de la plateforme, alors c'est un livrable qui est plutôt synthétique, ça tient en moins d'une 50aine de pages, donc je vous invite à le consulter, c'est pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait. Les recommandations se structurent en trois parties. La première, c'est autour de affirmer ou réaffirmer la souveraineté européenne en matière de RSE. Comme l'a dit d'ailleurs très bien M. Gave, il y a un vrai enjeu politique autour des normes, autour des données. Ce n'est pas seulement technique comme sujet, c'est le fruit de valeurs, c'est le fruit d'une histoire. Et il y a un vrai enjeu à s'accorder pour ne pas se faire imposer des cadres qui ne nous correspondraient pas et qui viendraient de Chine ou des États-Unis qui rentrent dans le jeu, par exemple. Il y a
le deuxième plan, le deuxième volet, c'est de consacrer les spécificités de la vision européenne de la RSE avec l'affirmation de quelques fondamentaux de ce qui pour nous, ce qui pour les acteurs de la RSE en France fait en fait ce qui est un peu l'essence de la RSE au niveau européen et dont Sandrine va vous donner tout à l'heure quelques illustrations. Et puis, troisième plan, le plan de la mise en œuvre, en garantissant la mise en œuvre effective pour aller vers une transition juste. C'est la question du comment, c'est la question du rôle des acteurs, de l'application des textes, notamment cette question de la faisabilité pour les plus petites entreprises qui vont être soumises à des nouvelles exigences de reporting et qui n'y étaient pas jusqu'à maintenant. Donc, je vais laisser la parole à Sandrine pour vous présenter nos 11 recommandations. Merci Frédéric. Donc là, comme tu as pu l'expliquer, on a organisé ces recommandations en 3 blocs. Donc on a 11 recommandations au total. Je vais juste m'arrêter sur quelques recommandations clés. Vous pourrez retrouver évidemment toutes ces recommandations dans l'avis que nous avons publié. Le premier bloc, c'est donc affirmer la souveraineté européenne. C'est vraiment le fil directeur de cet avis. C'est vraiment ce qui a vraiment construit notre pensée, nos réflexions. Promouvoir activement les standards européens de reporting et de taxonomie. On le voit avec cette question de nouveaux standards au niveau international, de nombreuses initiatives à l'œuvre. Donc, l'importance pour que l'Europe se positionne sur ces questions, mais également avoir un haut niveau d'exigence en matière de RSE. Donc, cela constitue le premier bloc et je vais passer tout de suite au deuxième bloc qui est comment affirmer cette souveraineté européenne en matière de RSE. C'est en consacrant cette vision européenne. Qu'est-ce qui fait que l'Europe a une vision spécifique en matière de RSE? Alors, il y a peut-être, on va dire, 2-3 points clés que l'on peut souligner. C'est vraiment la question d'une vision équilibrée et exigeante. Équilibrée, pourquoi? Parce qu'il y a 3 piliers, environnement, social et gouvernance. Et évidemment, les enjeux environnementaux sont essentiels, les enjeux que ce soit climatiques, les questions de perte de biodiversité, mais il est essentiel également que les questions sociales et de gouvernance ne soient pas oubliées pour justement pouvoir mettre en œuvre ce qu'on appelle aujourd'hui le Green Deal. Donc, c'est un point essentiel. Cette vision équilibrée, on doit la retrouver dans l'ensemble des textes, que ce soit au niveau du reporting extra-financier, au niveau de la taxonomie. On peut voir d'ailleurs qu'il y a des travaux en cours sur une taxonomie sociale. C'est un point essentiel. Elle repose également, cette vision européenne, sur ce qu'on appelle la double matérialité par rapport à la vision anglo-saxonne qui se baserait que sur une simple matérialité. Alors, derrière cette idée, où on parle de double matérialité ou de double importance relative dans le texte européen, dans la traduction actuelle, c'est-à-dire, évidemment, on va s'intéresser à l'impact que va avoir, par exemple, les enjeux de durabilité sur l'entreprise, les questions, par exemple, climatiques sur l'entreprise, mais on va s'intéresser à l'impact des activités de l'entreprise sur l'environnement et les populations. Donc, c'est vraiment cette question de double matérialité. Elle existait déjà, mais aujourd'hui, avec la nouvelle directive dont on parlait, la NFRD, il réappuie vraiment cette question, il l'explique et il n'y a plus vraiment de doute à avoir. C'est vraiment cette notion-là qui doit primer au niveau européen. Donc, ça, c'est vraiment 2 points importants de cette vision européenne. Et peut-être pour en souligner un troisième, c'est la prise en compte des instruments clés en matière de droits humains. Donc ça, c'est vraiment un point important aussi de la vision européenne et avec notamment la poursuite des négociations en vue de l'adoption d'un traité international sur les entreprises et les droits humains. Donc ça, c'est vraiment... Cette question de l'équilibre est essentielle. Un deuxième point, c'est la recommandation numéro 4 que nous avons à l'écran, c'est l'association des parties prenantes. C'est un point, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vraiment au cœur de toute façon de la notion de RSE, c'est au cœur des travaux de la plateforme RSE. Donc cette question de l'association des parties prenantes et de toutes les parties prenantes est essentielle, que cela soit dans les travaux législatifs qu'il peut y avoir, que cela soit dans les textes et l'adoption des textes européens en matière RSE. Ensuite, nous avons évidemment des questions de cohérence par rapport à ce qui existe, que cela soit au niveau international ou au niveau national. Le troisième bloc, donc nous avons affirmé la souveraineté, nous appuyons sur cette spécificité européenne et ce que tu mentionnais, Frédéric, c'était garantir une mise en œuvre effective. On le voit, ces textes vont toucher plus largement, vont toucher de nombreuses entreprises. Donc, il va y avoir un besoin de clarification, de bien comprendre ce qui est attendu. Donc, évidemment, on pense à des guides d'accompagnement pour les entreprises.
ça sera des choses qui vont pouvoir être mises en place avec une approche différenciée et sectorielle pour justement s'intéresser aux PME. Cet aspect-là est très important et a été souligné. Quand on parle également d'une information claire, compréhensible, accessible et utilisable, c'est aussi cette idée de nourrir les thématiques de la RSE. La RSE bouge, elle n'est pas, on voit de nouvelles thématiques apparaître, notamment, tu parlais des travaux qu'a porté la plateforme RSE en matière numérique, c'est typiquement une thématique aujourd'hui qui doivent être portées dans l'ensemble des textes européens, qui est la responsabilité numérique des entreprises. Donc, de nombreuses recommandations, voilà, on en a listé 11, avec peut-être pour terminer cette question du contrôle effectif et évaluer l'impact. Le reporting extra-financier n'est pas une fin en soi, et derrière, il va être important de s'assurer de l'impact. On parlait de la taxonomie et M. Gard parlait justement de la question de réorienter les flux financiers. Il faudra, le moment venu, faire l'évaluation de ces textes pour s'assurer qu'ils soient bien efficaces et qu'ils s'adressent à tous. Voilà pour conclure, et on peut retrouver les recommandations, mais on va laisser place aux échanges. Merci beaucoup Sandrine. Voici un peu à grands traits la présentation de nos travaux, et on va maintenant faire la deuxième partie de notre webconférence sous la forme d'une table ronde. Je vais laisser la parole à Katia. Je laisse Katia s'installer. Voilà. Katia Martin-Cheny, à toi la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente rapidement. Donc, je suis directrice de recherche au CNRS, rattachée à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne, et membre au titre des personnalités qualifiées de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, où je suis rapporteure sur la thématique entreprise et droits humains. La CNCDH, qui est membre de la plateforme RSE, s'épanche sur cette thématique, entreprise et droits de l'homme, depuis une vingtaine d'années, et suit de près les travaux menés au niveau international, régional et national, qu'elle considère comme complémentaires et interdépendants pour aboutir à une RSE ambitieuse et qui contribue à un renforcement du respect des droits humains. Elle le fait souvent en mobilisant d'autres INDH, Institution nationale des droits de l'homme, dans des réseaux francophones, AFCNDH, européens, ENRI, ou mondial, GENRI. Au niveau international, elle suit notamment les travaux onusiens. D'abord, elle a suivi ceux relatifs au projet des normes sur entreprises et droits de l'homme de 2003, puis les travaux menés au Conseil des droits de l'homme et adoptés en 2011, les principes directeurs des Nations Unies sur entreprises et droits de l'homme, qui ont joué un rôle moteur pendant ces 10 dernières années dans l'évolution de la RSE. Et enfin, les travaux en cours aussi au Conseil des droits de l'homme en vue de l'adoption d'un instrument contraignant sur entreprises et droits de l'homme, dont la 7e session de travail a lieu en ces moments à Genève. Monsieur l'ambassadeur François Gave y est. Au niveau régional, notamment avec les réseaux européens, ENRI, elle suit les travaux en cours tant au Conseil de l'Europe, et notamment ceux du Comité directeur des droits de l'homme, et pour ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, les évolutions de la thématique au sein de l'Union européenne, qui, par son influence dans l'économie mondiale, peut et doit exercer une véritable force de traction nécessaire à trouver un terrain d'entente commun, y compris au niveau mondial. C'est ainsi que la CNCDH veille à la fois à une implication substantielle et constructive de l'Union européenne aux travaux onusiens que je viens de mentionner, mais aussi à l'adoption des textes européens ambitieux en matière de RSE, favorisant le respect des droits humains. Et comme l'avis de la plateforme le mentionne, les droits humains sont transversaux aux 3 dimensions ESG que Sandrine a mentionné de la RSE. La CNCDH a ainsi participé, dans le cadre du réseau européen ENRI, à des différentes consultations lancées et à des prises de position à propos
tant du processus de révision de la directive, ancienne directive reporting financier, extra-financier, et sur celui sur l'adoption d'une directive sur le devoir de vigilance. Niveau international, niveau régional, et enfin au niveau national, la CNCDH, en tant que membre de la plateforme RSE, a participé aux travaux qui ont conduit en 2017 à l'adoption d'un plan national d'action entreprise et droits de l'homme, et a reçu par la suite le mandat pour le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre de ces plans. Donc, dans une tentative d'avoir une vision d'ensemble de ces processus normatifs, la CNCDH reste très vigilante à propos de la cohérence des différents instruments et de leur alignement sur un standard élevé de protection des droits de l'homme. L'avis de la plateforme traduit d'une certaine manière ce souci, mais aussi d'autres attentes des diverses organisations qui la composent, parce que, comme Frédéric l'a bien mentionné, la plateforme RSE réunit des parties prenantes très diverses. Et le rôle qui m'a été octroyé aujourd'hui, et que j'espère assurer convenablement et dans des délais en partie, est celui de faire s'exprimer quelques-unes de ces parties prenantes sur leurs attentes en matière d'évolution de la RSE au niveau européen, qui ne peut pas être lu sans lien avec les niveaux nationaux et qui ne devrait pas non plus être coupé de l'évolution au niveau mondial. Donc, ont accepté de se joindre à nous pour cette partie du webinaire Céline Micoin, directrice du pôle Nouveaux enjeux et de l'entreprise du MEDEF, et Yvan Ricordo, secrétaire national de la CFDT. Pour que cet échange soit le plus dynamique possible, nous vous proposons 3 tours de table avec quelques questions posées à nos 2 intervenants. Donc, pour commencer, nous aimerions vous poser à tous les 2 une question qui est assez large sur votre vision de la RSE, comment vous la concevez. La question est large, mais elle doit être répondue en 5 minutes à chacun. Et donc, je vous passe la parole tout de suite. Madame Micoin. D'accord, merci, merci Katia. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité et de me donner la parole pour commencer cet échange. Alors très rapidement, parce que j'ai compris que le temps était compté, à la première question de savoir quelle est notre vision, quelle est la vision portée par le MEDEF, je dirais qu'il y a 2 éléments essentiels. Quand on parle de RSE, on parle d'un concept, un sujet de la responsabilité sociale ou sociétale de l'entreprise, mais également d'une méthodologie, d'outils concrets très opérationnels pour les entreprises. Donc ça, c'est important à noter, c'est que quand on parle de RSE, on peut parler à la fois d'obligations pour les grandes entreprises. Et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est que très vite, quand on parle de RSE avec les grandes entreprises, on arrive sur des termes très précis de performance extra-financière, de reporting, de transparence. Et dès qu'on arrive sur des tailles plus petites d'entreprises, donc les 10, 20, 50 salariés, la RSE, c'est à la fois une raison d'être, c'est à la fois une démarche, des responsabilités. On voit bien qu'il y a différents niveaux de maturité sur les enjeux de la RSE. En tout cas, nous sommes convaincus que la RSE, de par son concept, les valeurs qu'elle prône et les outils mis à disposition, c'est un enjeu de compétitivité pour l'entreprise parce qu'il permet non seulement d'affiner sa démarche pour répondre aux attentes de toutes les parties prenantes, il permet également de répondre aux attentes des collaborateurs, des consommateurs, des autres parties prenantes de l'entreprise. Donc, c'est un outil indispensable pour améliorer, je dirais, le fonctionnement, la pérennité, la résilience d'une entreprise. D'ailleurs, on l'a vu dans le cadre malheureusement de la crise sanitaire, les entreprises, même les plus petites, qui avaient mis en place une démarche RSE, ont été plus résilientes dans le cadre de la crise parce qu'elles avaient formalisé cette démarche. Donc, concept, outil, c'est un enjeu de compétitivité pour les entreprises. Et c'est également, et ça on le souligne un petit peu moins généralement, on est foncièrement convaincu que c'est un levier managérial en interne pour embarquer toute une entreprise autour d'un projet d'entreprise. Donc, ça couvre tout ça. Là, il a fallu le faire très, très rapidement.
mais j'espère avoir donné un petit peu le cadre général et de l'appréciation que l'on a des enjeux de RSE. C'est capital, on ne peut pas s'en passer, bien évidemment. C'est un concept et des outils très opérationnels et très concrets pour les entreprises. Mais je pourrais développer si besoin. Il t'a pas entendu. Ah, un grand merci. Vous ne m'aviez pas entendu. Messieurs Ricordo. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Je vais aussi répondre à cette première question de façon assez le plus synthétiquement possible. Pour vous dire que pour la CFDT, d'abord, la question, enfin l'enjeu, la vision de la RSE, c'est une forme de maturation, comme pour beaucoup d'organisations, et ça remonte assez loin dans la façon dont on a appréhendé ça au niveau syndical. C'est dans les années 70, alors on ne parlait pas de RSE à ce moment-là, mais on parlait de préoccupation autour de l'information, de la transparence nécessaire pour les travailleurs pour qu'ils soient acteurs des transformations. Et c'était des logiques qui étaient déjà présentes. On l'a beaucoup travaillé autour de ce qu'on a appelé à ce moment-là, et on avait fait une publication d'ailleurs sur cet enjeu-là, sur la question des dégâts des progrès. Donc dire qu'il y avait des transformations lourdes qui étaient à l'œuvre et que ces transformations nécessitaient d'associer l'ensemble des parties prenantes, dont les travailleurs, pour qu'ils soient acteurs et que du coup on les appréhende au mieux. Donc c'est le premier pilier qui est un peu le pilier social de la façon dont on a appréhendé la question de la RSE. 20 ans plus tard, on a au niveau syndical plus appréhendé ou mieux appréhendé les questions environnementales en participant à de nombreux sommets, en commençant par le sommet Rio +20, qui est un élément un peu déterminant pour notre organisation syndicale. Et on s'est inscrit dans beaucoup d'initiatives autour de l'environnement par la suite. Les questions de Grenelle de l'environnement ont été des éléments marquants pour qu'on saisisse bien les enjeux pour les travailleurs de toutes les questions autour de la RSE. Et puis, on a eu un élément aussi qui est autour de la COP21 en 2015, avec la Confédération syndicale internationale, ce qui permet de renvoyer des éléments qui ont été dans les premières présentations en disant qu'il y a des dimensions générales mondiales à ces problématiques-là. Et au niveau de la CSI, on avait un slogan qui est « Pas d'emploi sur une planète morte », pour justement avoir une mobilisation qui donne du signe. Et puis, le dernier élément marquant pour la CFDT, c'est qu'on agit de plus en plus avec d'autres acteurs sur cette problématique-là. On a été parmi les acteurs fondateurs de la plateforme nationale pour la RSE en 2012. On s'est aussi beaucoup mobilisé avec d'autres acteurs sur les questions de devoir de vigilance, j'y reviendrai un peu plus tard. Et aujourd'hui, enfin depuis 2 ans, mais encore très fortement actuellement, on a construit le pacte du pouvoir de vivre avec 65 organisations, dont des organisations environnementalistes, pour que justement on partage nos problématiques d'action en fonction de l'expertise des différents acteurs. Je pense que cette maturation-là, elle est importante à rappeler parce que du coup, il y a aussi une idée d'appréhender au mieux l'environnement pour essayer de trouver les bonnes innovations, quoi. Et au niveau de la CFDT, dans la façon dont on a aujourd'hui une vision sur la RSE, on pense que c'est important de repenser le projet collectif qu'est l'entreprise en renforçant le pouvoir des travailleurs en son sein. Et donc, on revendique au niveau de la CFDT que la RSE soit l'objet d'une négociation dans les administrations et dans les entreprises pour que justement les travailleurs puissent pleinement être associés à la politique de la RSE, de la définition des indicateurs dont on vient d'entendre parler avec l'intervention de Céline Micoin tout de suite, jusqu'au suivi à l'évaluation de la mise en œuvre de cette politique. Et donc, pour résumer, le mot de la fin pour la CFDT, c'est que les salariés comme les citoyens ont besoin de sens dans la façon dont les choses se construisent. Et la question de la RSE appliquée au monde du travail, il y a un vrai enjeu d'association des différents acteurs. Et c'est autour de cette problématique-là qu'aujourd'hui, on pousse à ce que les salariés ne soient pas une partie prenante de l'entreprise, mais une partie constituante. Je pense que c'est une forme de résumé de ce qu'est notre vision aujourd'hui de la RSE dans le monde du travail. Merci beaucoup. Pour continuer cet échange, nous aimerions recueillir donc, vos réactions à propos de la vie de la plateforme qui vient d'être présentée et connaître quelles seraient pour vous les recommandations prioritaires. Je me lance ? Oui. D'accord. Bon, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions sur le chat, mais peut-être qu'on verra ça après. Alors,
Bon, déjà, vous savez, en tant que membre de la plateforme RSE, on a accueilli, en tout cas, on se félicitait de cette temporalité compte tenu du contexte avec la future présidence française de l'Union européenne. Donc déjà, on est satisfait déjà d'avoir un texte, d'avoir un avis qui nous permet d'avoir une vision un peu chapeau de toutes les initiatives européennes en matière de RSE. Pour manier le sujet et pour suivre avec mes équipes tous ces textes-là, on voit bien que déjà pour nous, c'est assez compliqué. Donc, plus on arrive à avoir des documents qui donnent une vision partagée et qui essayent justement de trouver cette transversalité entre toutes les initiatives, c'est déjà un avantage pour cet avis. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la RSE, tous les piliers, ESG, tous les thèmes, ils vont en parler jusqu'à présent. Il faut aussi qu'on arrive à donner cette cohérence à tous ces textes. Et ça, c'est un peu, je dirais, le premier point positif de l'avis de la RSE, de l'avis de la plateforme RSE, pardon. Alors, s'il fallait retenir quelques recommandations, nous, ce qui est très important, ce sur quoi on s'efforce de rappeler nos attentes, c'est surtout d'avoir cette vision européenne. Vous en parliez tout à l'heure, de défendre cette vision européenne des enjeux de durabilité et de responsabilité. Pour nous, c'est la priorité que l'on doit porter dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Et donc, c'est cette partie-là que l'on soutient en priorité, donc notamment la mesure numéro 1, que je cite, promouvoir activement les standards européens de reporting et de taxonomie. Parce que au-delà du fait d'avoir de la cohérence dans les textes, l'objectif, c'est surtout de défendre cette vision européenne, parce qu'il y a un enjeu politique. Certes, ce sont des textes très techniques qui doivent être appliqués par les entreprises, mais par les investisseurs, par les acteurs financiers, mais au-delà de ça, c'est un enjeu de souveraineté, notamment face aux normes anglo-saxonnes ou chinoises, tout à l'heure vous en parliez. Donc ça, c'est notre priorité, la souveraineté européenne et de défendre cette vision française. Le deuxième point, on en a parlé très rapidement, c'est cette cohérence entre tous les textes. Multitude de dossiers, multitude de thèmes, de textes, et il faut que ceux qui vont appliquer ces textes-là arrivent à s'en sortir. On a d'un côté ce classement des activités selon des indicateurs de durabilité et de l'autre côté des obligations de transparence et de reporting. Il faut que tous ces textes-là, également avec devoir de vigilance et gouvernance durable, tous ces textes avancent de concert et surtout qu'il n'y ait pas de hiatus entre les obligations de reporting et les obligations de classification. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes acteurs qui vont appliquer les textes. Chacun serait dans son couloir de nage, je dirais qu'on pourrait à la rigueur s'en sortir, mais dans la mesure où tout ça reposera sur une seule et même entité, il faut, notamment avec les effets de seuil, il faut à tout prix que ces textes avancent de concert. Et donc là, nous avons listé, désolée, je reprends mes notes, notamment la mesure 6 et 7. 6 pour assurer la cohérence des différentes réglementations européennes, mais également la cohérence des réglementations européennes avec la réglementation nationale. On est plutôt en avance, nous, en France, et donc ça, c'est un avantage sur ces formes de reporting, et on a des actions volontaires comme la plateforme Impact. Il faut que au niveau européen, ça soit cohérent, mais également avec le niveau national. Donc ça, c'est notre deuxième point. Et notre troisième point, c'est, je dirais, le côté applicable, opérationnel pour les entreprises, et notamment pour les plus petites. C'est très complexe, notamment pour le sujet de la taxonomie, et même quand on manie bien le sujet, ce n'est pas forcément si évident. Et tout à l'heure, vous en parliez, vous disiez qu'il fallait bien faire la différence entre le classement des activités qui n'était pas le classement des entreprises, entre l'orientation des investissements qui n'est pas une interdiction de financement et des obligations de reporting. Donc, toutes ces subtilités-là que l'on arrive à manier, il faut que ça soit très opérationnel et très applicable pour les entreprises. Et je pense notamment aux plus petites. Donc voilà, Freddy, très rapidement, nos priorités, si on avait à retenir quelques recommandations, sachant qu'on, bien évidemment, on appuie toutes les recommandations de cet avis. Merci beaucoup, Madame Nicoin. Monsieur Ricordo. Oui, deux éléments par rapport
à des réactions de la CFDT par rapport aux recommandations qui ont été présentées en introduction tout à l'heure. La première, c'est pour dire que ce travail-là et ce rapport, et il est particulièrement bienvenu, ça a été dit en introduction, parce qu'on a une actualité qui est riche, et donc c'est important que quand il y a une actualité, du coup, il y ait une forme d'alerte, de travail qui soit mené pour mettre les choses en perspective. Et puis le deuxième élément, c'est parce que l'Europe est le niveau pertinent pour avancer sur les sujets de RSE dans la période, et c'est très bien de le fixer dans ce cadre-là. C'est important qu'on le fixe au niveau européen, parce que les entreprises, elles sont implantées sur un marché intérieur, et c'est logique, enfin c'est logique pour la CFDT, mais ce n'est pas la réalité tout le temps, qu'elle soit gouvernée par les mêmes règles du jeu pour parvenir à une convergence sociale. Et on a bien vu que pendant toutes les années 2000, les questions de dérégulation ont plutôt alimenté des politiques de divergence, et on voit comment ça fragilise le projet européen. Donc la forme de travail qui est élaborée en disant voilà l'actualité, voilà quels sont le sens des textes qui sont travaillés pour que les acteurs s'en saisissent va dans le bon sens. Et puis, je le relie à un élément important qui a été dit en introduction tout à l'heure, c'est parce que le fait d'avoir un cadre européen qui se saisisse de ces affaires-là, c'est aussi une façon de peser dans le cadre mondial sur lesquels les rééquilibrages sont en cours. Et donc, il y a un enjeu syndical, y compris de le voir comme ça. Donc, politiquement, un fort enjeu sur le travail qui est mené. Et puis, je dois dire de façon un peu particulière aussi, mais pour la CFDT, on trouve aussi particulièrement intéressant qu'on arrive à travers ce travail-là à mettre l'accent sur ce qui unit des acteurs dans un moment où c'est particulièrement nécessaire, quoi. On a un peu l'habitude dans notre pays d'avancer sur des problématiques en mettant plutôt en exergue ou en sensibilité les choses qui divisent, quoi. Je trouve que la façon dont avancent les travaux de la plateforme RSE est un peu le contre-pied à cette façon de faire-là, et je pense que le monde de l'entreprise, sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, ont bien besoin de ces éléments de consensus pour essayer de faire face aux défis qui sont quand même énormes et qui sont largement devant nous. Le deuxième point, c'est j'interviens au nom de la CFDT, mais avec aussi une casquette un peu européenne. La CFDT est membre de la Confédération européenne des syndicats. D'ailleurs, Laurent Berger en assume la présidence. Ça représente 45 millions de travailleurs, avec la plupart des confédérations syndicales dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Et la façon dont on se positionne, y compris en France par rapport aux travaux de la plateforme, fait aussi l'objet d'échanges au niveau européen entre nos différentes organisations. Donc les choses s'alimentent, quoi. On se saisit des éléments européens pour travailler au niveau de la plateforme française, et l'inverse est aussi vrai. Voilà deux éléments sur la façon dont on lit les recommandations qui ont été présentées. Le troisième, c'était par rapport à la question plus précise de sur quoi on mettrait l'accent au niveau CFDT. Ce n'est pas la palissade de dire que pour nous, toutes les recommandations sont pertinentes. Donc, il y a quand même un tout dans cette affaire-là. Je ne vais pas me dérober quand même sur le fait d'essayer d'en mettre une en exergue. Je vais en mettre qu'une, y compris pour respecter le cadre de notre échange en termes de timing. Je mettrai en avant la recommandation 5 sur un mécanisme obligatoire de devoir de vigilance européen, parce que c'est quelque chose sur laquelle CFDT s'est beaucoup investi en France pour construire la loi de 2017 pour un devoir de vigilance. Et du coup, cet investissement-là français, aujourd'hui, on en fait deux lectures. Une qu'on connaissait dès l'origine, c'est le fait d'avoir cette loi-là qu'au niveau national est une forme de limite dans l'exercice. C'est un point d'appui pour progresser, mais il y a une forme de limite parce qu'il faut obligatoirement qu'on accède à un cadre global sur les questions d'organisation des chaînes de valeur. Donc, du coup, il y a cet élément-là. Donc, la perspective d'une réglementation européenne en la matière est particulièrement importante pour nous. Et puis, le deuxième élément, c'est on s'est saisi de la loi sur le devoir de vigilance pour faire en sorte qu'on sorte un peu d'une RSE descendante
dans les entreprises pour plus associer les parties prenantes. C'est pour ça qu'on appuie beaucoup sur le fait d'en faire un enjeu de dialogue social. Et on le voit, les premières générations de plans de vigilance, pour l'instant, n'associent pas encore assez les parties prenantes, notamment les représentants des salariés. Et on veut aussi se saisir des nouvelles obligations pour faire en sorte de progresser sur cette problématique-là. Donc la CFDT et le mouvement syndical européen placent beaucoup d'attentes sur la future législation européenne, sur le devoir de vigilance. On sait que c'est à l'agenda de la présidence française et clairement pour nous, ça va être une des priorités d'action dans la période à venir. Voilà quelques éléments d'appréciation de ces travaux qu'on trouve particulièrement riches et bienvenus dans la période. Merci beaucoup, Monsieur Ricordo. Vous avez déjà commencé un peu à répondre pour le troisième tour de table, parce que nous aimerions connaître aussi vos attentes pour la présidence française du Conseil européen, vos attentes concernant l'évolution du cadre européen et les enjeux principaux pour vos organisations. Donc, je vous passe la parole, Madame Micoin. D'accord, merci. Sauf si Yvan veut du coup continuer prolongé. Non, on garde le... Ok, d'accord, on garde le rythme. Parfait, merci. Alors, sur cette partie-là, je dirais que, bien évidemment, on a des attentes dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, mais sur les évolutions du cadre réglementaire, je dirais que comme il y a déjà beaucoup d'évolutions, on n'emporte pas forcément de supplémentaires. On aimerait déjà que les évolutions qui ont été annoncées ou celles qui sont en cours déjà s'organisent et soient cohérentes. Et donc là, je reviens à mon point précédent, c'était la cohérence de toutes ces initiatives qui vont impacter les entreprises. Mais plus globalement, ça s'inscrit dans la stratégie dont on a parlé tout à l'heure, la stratégie du Green Deal. Et nous, on a un enjeu là-dedans, et on espère que dans le cadre de la présidence française, ce sujet sera porté, c'est que le Green Deal, il y a les enjeux écologiques, donc le climat et l'environnement, et donc là, on a essentiellement le paquet Fit for 55, mais pas que, on attend encore des communications, notamment sur la stratégie biodiversité, mais on a tous les autres textes, et notamment les enjeux de recherche et d'innovation dans le cadre du Green Deal, les enjeux du Fonds social pour l'innovation, les enjeux du Fonds social également. Donc, c'est que tous les textes qui, je dirais, qui appuient la stratégie de durabilité de l'Union européenne avance de concert. Ça, c'est important parce que chacun a des impacts sur l'autre. Donc ça, mais c'est toujours le sujet de cohérence. L'autre point, c'est que quand on parle de l'évolution réglementaire, on est également en tête que ça va impacter bien évidemment les acteurs économiques, quels qu'ils soient, les parties prenantes de l'entreprise, et là je rejoins ce que disait Yvan tout à l'heure, mais également le consommateur. Et donc il ne faut pas oublier l'impact social, à la fois je dirais en termes d'emploi, de formation, de compétences, mais ça, on y travaille avec les partenaires sociaux, donc je dirais que c'est déjà peut-être plus dans notre scope. Mais l'autre volet social du Green Deal, c'est tout l'impact pour le consommateur. Et ça, c'est un point important sur lequel on insiste dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, pour pas uniquement avoir dans notre ligne de mire les aspects très techniques, les contraintes opérationnelles, les délais de mise en œuvre, l'impact social que l'on traite du côté, on va dire, entreprise, mais l'impact plus général pour l'ensemble de l'Union européenne, des citoyens, de cette stratégie Green Deal. C'est important d'avoir ça en tête et de ne pas croire que ça repose que sur certains types d'acteurs, certaines parties prenantes. C'est un tout. C'est comme la loi climat et résilience. Ce n'était pas que le monde économique, c'était des efforts du consommateur, des efforts de chacun de nous, des citoyens, sur cette stratégie. Donc ça, c'est un enjeu important et on aimerait avoir un petit peu plus d'éléments sur cet impact social. L'autre point, on avait surtout le sujet de la souveraineté, c'est de rappeler dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne que ces enjeux-là doivent être défendus au niveau international et qu'on ne pourra pas, dans notre objectif climatique et cette transition écologique qui de toute façon s'impose à nous, que l'on doit intégrer, que l'Union européenne ou la France pourra avancer seule. Et c'est du coup cette démarche à l'international que l'on plaide, sur laquelle on plaide pour que nos efforts au niveau européen soient utiles au niveau mondial. Donc ça, c'est très macro. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des textes parce que je pense que ce n'est pas le lieu. Mais voilà, si j'avais deux messages
principaux à porter dans le cadre sur nos enjeux dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Merci beaucoup, Madame Nicoin. Monsieur Ricordo, vous voudriez continuer sur vos attentes? Oui. Cette perspective de la présidence française de l'Union européenne est une échéance importante pour l'ensemble des partenaires sociaux, sur lesquels d'ailleurs, on le dit très, très clairement pour la CFDT, c'est notre appréciation, les éléments de concertation avec le gouvernement français dans le cadre de la préparation de ce semestre 2022 donne lieu à pas mal d'échanges et c'est une très bonne chose. Nous, la première attente qu'on a sur la présidence française de l'Union européenne, avant de le libeller comme tel sur tel ou tel dossier, c'est de faire en sorte qu'on ait une vision de l'Union européenne qui donne une connotation sociale et environnementale sur les priorités qui doivent être portées. On a connu depuis quelques années un début de virage social au niveau de l'Union européenne, alors que ce n'était plus du tout à l'agenda depuis le début des années 2000. Et petit à petit, se construit un socle européen des droits sociaux. Cette connotation-là nous semble importante et on veut que la présidence française soit un marqueur de ce point de vue-là. D'ailleurs, on a une référence dans la période, c'est que là, actuellement, il y a une présidence slovène dont personne n'attendait grand-chose, dont il ne sortira sans doute pas grand-chose non plus. Mais juste avant, il y avait la présidence portugaise de l'Union européenne qui a réussi à donner cette bonne tonalité il y a des enjeux sociaux qui sont des enjeux de confiance pour la construction du projet européen. S'il n'y a pas ces marqueurs-là, il va y avoir de plus en plus une défiance par rapport à l'Europe qui est déjà assez marquée dans de nombreux pays. Donc, il y a vraiment cette volonté d'avoir un marqueur social et dans la façon de conduire une présidence de l'Union européenne, ça nécessite aussi d'associer l'ensemble des acteurs qui peuvent concourir à la construction des éléments du compromis qui va bien au niveau européen. Donc, c'est le premier message qu'on passe, qui est un message politique, mais qui est un message essentiel sur les enjeux pour construire l'Europe de demain. Après, nous, on pense qu'il y a une articulation de trois choses, de trois priorités pour l'Europe. La première, c'est le renforcement du socle européen des droits sociaux. J'en dis juste 4 mots, mais on a des éléments prioritaires sur la construction du socle européen des droits sociaux dans la période à venir qui permettent de reprendre le cours qui est le projet original de l'Europe de la convergence sociale vers le haut. Les 4 priorités pour nous, c'est de faire aboutir la directive sur le salaire minimum en Europe. Et on a bon espoir que la présidence française puisse réaliser cet objectif d'aboutissement de cette directive. Améliorer les enjeux d'égalité salariale, les questions des droits des travailleurs des plateformes et la question du devoir de vigilance que j'ai abordé tout à l'heure à travers la mise en exergue de la recommandation de la plateforme. Donc, du coup, la consolidation du socle européen des droits sociaux à travers ces 4 priorités nous semble être particulièrement importante pour la CFDT et pour la Confédération européenne des syndicats. Le deuxième élément, je fais que le citer, c'est la question du Green Deal. Il y a forcément une articulation entre le renforcement des droits sociaux et la prise en compte renforcée des éléments de transition écologique. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail, mais cet élément-là nous semble aussi fondamental que le premier. Et puis le troisième, c'est qu'on est dans un moment particulier quand même, au sortir d'une crise sur laquelle il y a des choix qui ont été faits, il y a des inflexions des politiques européennes qui ont été prises dans la période actuelle. Et il nous semble important que la présidence française soit un marqueur sur le fait de se dire, sur tous ces enjeux-là, il va falloir se donner les ressources nécessaires. Et les ressources nécessaires, elles nécessitent un débat pour une révision de la gouvernance économique et des règles budgétaires qui étaient les nôtres jusqu'à maintenant. Et donc, alors bien sûr, ce n'est pas la présidence française qui va conduire ce chantier-là, mais la présidence française peut être un marqueur très fort de dire qu'il y a une orientation à prendre pour faire en sorte de mieux articuler les questions économiques, les questions sociales, les questions environnementales, et que ça nécessite de fait de se donner des éléments de réforme de la gouvernance européenne telle qu'on l'a construite jusqu'à aujourd'hui. Voilà les messages résumés de la CFDT sur la présidence française de l'Union européenne. Et si tout va bien, c'est autour de ces priorités-là qu'on devrait en rediscuter avec le président de la République. Normalement, on devrait avoir un rendez-vous des partenaires sociaux avant la fin de l'année pour essayer de construire au mieux ce rendez-vous qui est important du premier semestre 2022. Je vous remercie à tous les deux qui
ont réussi vraiment à bien jouer les jeux, hein, à répondre à des questions larges de manière très synthétique. Nous avons plusieurs commentaires, questions. Nous allons essayer de vous en poser quelques-unes, peut-être en les regroupant. Pour Madame Micoin, il y avait une question assez précise sur les négociations des branches. Si les négociations des branches nationales, interprofessionnelles, sont-elles souhaitées par le MEDEF pour inciter les entreprises à prendre des mesures fortes et concrètes sur les aspects environnementaux et économiques de la RSE? Et il y a aussi, on aimerait que vous vous exprimiez sur vos priorités et les défauts du devoir de vigilance dans les priorités du MEDEF. Donc, si vous pourriez vous exprimer sur la place du devoir de vigilance aussi dans vos priorités. Je vous passe la parole et après on continue. Ok, alors, alors ça va être plus simple sur devoir de vigilance, enfin plus simple ou non sur devoir de vigilance. Parce que c'est mon collègue juridique qui porte le sujet. Donc malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre. C'était le seul point sur lequel c'était plus compliqué pour moi, mais je pourrais répondre à la personne qui m'a saisi là-dessus pour avoir nos enjeux. Mais bien évidemment, c'est dans le cadre de tous les textes que l'on suit. Donc désolée de botter en touche sur le sujet devoir de vigilance. En revanche, sur le sujet du dialogue social, c'est très étonnant. Je m'attendais à ce que vous notiez notamment cette question, parce qu'il y a quand même une avancée dans le cadre de la loi climat et résilience en matière de dialogue social sur les enjeux écologiques. Donc, il y a déjà des avancées, il y a déjà des obligations qui pèsent sur les entreprises. D'autre part, sur les enjeux de RSE, il y a déjà des obligations qui composent la stratégie RSE de l'entreprise. Donc, je ne veux pas non plus dire c'est oui ou non sur une obligation supplémentaire sur RSE, je n'ai pas mandat là-dessus, mais ça, on se réserve la discussion avec les partenaires sociaux, on pourra en rediscuter avec la CFDT lors de nos réunions bilatérales. Mais il y a déjà des obligations et des négociations au sein des entreprises sur les éléments constitutifs de la RSE. Donc, voilà, un premier élément de réponse, qu'est-ce que viendrait ajouter? Alors, on peut avoir un paquet global plus RSE et après qui se décline, mais il faut voir les éléments constitutifs de la RSE. C'est là-dessus qu'il faut s'assurer, de la négociation, 2, des avancées, 3, de la mise en œuvre. Concrètement, est-ce que c'est efficace? Et puis surtout, nous, on voit les avancées qui ont eu lieu dans le cadre de la loi climat et résilience en matière de prise en compte des enjeux environnementaux et de développement durable dans le dialogue social. Donc, on veut déjà savoir comment ça va se mettre en œuvre et quelle sera l'efficacité pour voir s'il y a une évolution qui est souhaitable. Donc, sur le principe, on n'est pas contre puisque c'est déjà le cas. Et 2, regardons ce qui a été voté au mois d'août pour voir comment on peut avancer et si besoin d'aller plus loin. Merci beaucoup. Nous avons aussi des commentaires et des questions sur la norme ISO 26000 parce que nous n'avons pas véritablement évoqué. Et donc, c'est des commentaires notamment de l'AFNOR, que l'ISO 26000 est une norme européenne, donc adoptée par tous les pays de l'Union européenne. Et donc, pourquoi ne pas avoir insisté aussi sur le socle de toute démarche RSE qui constitue la norme ISO 26000. Donc, je ne sais pas si vous voudriez vous exprimer sur cette question. Alors, très rapidement, parce qu'on ne pouvait pas détailler tous les outils et tous les socles sur lesquels l'entreprise s'appuie pour formaliser sa démarche RSE. Donc oui, forcément, il y a la norme ISO 26000. Donc ça, c'est… Voilà, je regardais les observations notamment, enfin en tout cas les commentaires sur cette norme ISO. Oui, effectivement, nous, là-dessus, il n'y a aucun problème. Je dirais que le fait d'avoir un cadre européen de reporting peut-être permet d'avoir un cadre plus partagé avec d'autres entreprises. Mais ce n'est pas l'un ou l'autre, je dirais, puisque de toute façon, il y a la norme ISO 26000, mais il y a d'autres démarches aussi pour les entreprises sur lesquelles elles s'appuient dans le cadre d'une démarche de labellisation. Et l'important est de savoir comment ça les aide à formaliser, à structurer leur démarche et quelle est l'efficacité in fine, parce que se faire labelliser ou d'avoir une norme, je ne parle pas des obligations réglementaires ou législatives, mais des actions volontaires de la part des entreprises. Après, le tout est de savoir quelle est l'efficacité de ces actions volontaires
réellement. Donc, ce n'est pas le tout de le faire, c'est ensuite d'avoir ce qu'on dit des KPI et de voir comment concrètement le sujet avance. Une autre question. Du poids de la RSE dans les appels d'offres nationaux européens? La montée en puissance de la RSE via la réglementation est intéressante, mais pour certains marchés, la RSE ne pèse que 5% dans la note finale. Est-ce que vous avez les marchés publics, on peut envier des marchés publics ou les marchés privés? Parce que je ne suis pas forcément la mieux placée pour répondre. La question est ouverte. Il n'y a pas de précision. Monsieur Fèvre. Il est possible que le questionnement soit assez orienté, enfin je le comprends comme tel, sur la question des marchés publics, me semble-t-il. Je pense que c'est une vraie problématique qui est posée dans la période. Nous, on le pose beaucoup au niveau de la CFDT sur le fait de dire que la construction même des marchés publics est une façon de pouvoir monter les standards sociaux qui existent dans les différents secteurs d'activité. Je l'actualise pour le débat national, mais par exemple, quand on regarde la situation des travailleurs qu'on a appelés mal nommés, mais c'est la meilleure terminologie qu'on utilise pour l'instant, les travailleurs de la deuxième ligne pendant la crise sanitaire. Tout le monde a reconnu leur utilité sociale au moment où il a fallu faire face à une situation complètement extraordinaire. Et s'est posé à ce moment-là la question de leur reconnaissance et la traduction de leur reconnaissance ensuite. Et dans les leviers qui existent, il y en a plusieurs, mais dans les leviers qui existent, la CFDT, elle pousse beaucoup en ce moment auprès du ministère du Travail et auprès du Premier ministre pour dire qu'il faut une forme de double levier, une question de conditionnalité des aides au secteur économique en disant si vous avez des aides, bah, du coup, il faut monter les standards sociaux, notamment les questions de grille de rémunération. Et d'un autre côté, on dit au même pouvoir public, vous avez aussi des leviers à travers les appels d'offres qui sont menés. Si vous arrêtez de formater autant les appels d'offres sur les questions de low cost, de moins-disant social dans les attributions et une trop faible reconnaissance de la RSE dans ces appels d'offres, on aura un levier pour faire en sorte d'améliorer le statut social et la prise en compte de l'ensemble des dimensions dans les branches qui sont concernées. Donc, effectivement, moi, je souscris, si je le comprends bien, je souscris à l'interpellation qui est de dire comment les appels d'offres peuvent être des leviers pour améliorer la prise en compte de la RSE dans les secteurs d'activité. C'est en tout cas un point de vue qui est partagé par la CFDT tel que je viens de le résumer. Merci beaucoup. Une dernière et rapide. Ne devrions pas parler aujourd'hui plutôt d'entreprise à mission, ce qui implique un nouveau modèle économique et social, plutôt que de RSE, qui est une démarche qui existe depuis des décennies au sein des entreprises et qui n'a jamais eu pour objectif de repenser les modèles. Là, les silences. Bon. Je cède la parole en premier. Je compléterai. Oui, ben, enfin, je partage l'interrogation. Je ne sais pas. En mettant un petit bémol, une petite prudence, c'est pour nous, l'enjeu n'est pas d'opposer la RSE à la façon dont on peut avancer sur la question de la définition de la mission de l'entreprise, qui est un thème d'actualité. Je pense que l'un parle avec l'autre et c'est une façon d'actualiser ou de prendre en compte cette dimension-là dans la période actuelle. Mais pour la CFDT, premier, c'est que la loi Pacte, effectivement, a commencé, a ouvert une opportunité dans la façon dont les entreprises peuvent se saisir de ces problématiques-là pour avancer. Important pour nous, mais il n'est pas suffisant. Je pense que la vraie problématique qui est posée à travers les différents éléments d'actualité qu'on a abordés cet après-midi, c'est la question de la participation des travailleurs aux décisions. On a mené au niveau de la CFDT, aux décisions de l'entreprise, on a mené au niveau de la CFDT une très grande enquête auprès des salariés. Il y a plus de 200 000 personnes qui ont répondu sur comment ils concevaient leur travail. Il y a près de 80% des répondants qui disent qu'ils aspirent à être plus associés aux décisions de l'entreprise. Donc, oui, les entreprises à mission
font partie d'une avancée de la problématique de la RSE dans la période, sans opposer les deux enjeux, mais effectivement, c'est clairement une question que nous, on porte. Et une des problématiques qui est devant nous, nous semble-t-il, c'est le fait d'inventer un système de codétermination à la française pour faire en sorte que justement on imbrique la question de la RSE dans le fonctionnement même des entreprises. C'est sans doute un peu, en termes de mots de conclusion, si j'ai bien compris, un peu une perspective d'avenir pour nous. Merci beaucoup. Monsieur le député Pascal Durand est déjà avec nous. Donc, je lui passe la parole tout de suite. Il pourra reprendre quelques points de la discussion et réaliser les propos conclusifs. Vous avez la parole. Merci infiniment. Je ne pensais pas avoir la parole aussi rapidement. Je pensais que Céline Micouin allait peut-être dire deux mots aussi sur les entreprises à mission. D'abord, pour vous dire à quel point l'écoute que j'ai eue là pendant une heure, un peu moins d'une heure et demie, était très intéressante, parce qu'elle illustre quelque chose qui est nouveau. C'est la convergence de vues autour des sujets de RSE, la mise en œuvre de normes extra-financières qui soient partagées, qui soient européennes. Il y a une véritable convergence qui existe, et là on l'a entendu aujourd'hui, entre d'une part les représentants du gouvernement et de la future présidence française, même avec des termes de diplomates évidemment, avec la Confédération syndicale européenne représentée par la CFDT, mais moi je veux voir le côté Europe, et avec le MEDEF qui représente les entreprises, mais au-delà, et on peut aller au-delà de ça, ils ne sont pas représentés là directement dans la prise de parole, avec les ONG, avec les organisations de consommateurs et avec les investisseurs, parce que les investisseurs ont compris que la durabilité d'un investissement, la valeur d'une marque, elle dépendait aussi de ses engagements ou de la mise en œuvre de ses engagements dans le cadre des questions de droits humains, de droits sociaux, d'égalité des genres, d'égalité salariale, etc., etc. Donc c'est très, très intéressant le débat que vous venez d'avoir, parce que les 11 objectifs qui sont portés et que je partage, donc on va pas perdre de temps trop là-dessus, vous les avez exposés, je les partage tous sans aucun problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 11 objectifs, ils existaient déjà pour une part avant les objectifs du développement durable, c'était avant les objectifs du millénium, etc. Mais il n'y avait pas la convergence que l'on est en train de voir maintenant. Les questions climatiques, les questions sociales, les questions environnementales, l'ensemble de la société comprend qu'elles sont liées et qu'on ne peut pas relocaliser aussi l'emploi et avoir des biens durables si on continue à exploiter dans des conditions quasiment d'esclavagisme des salariés à l'autre bout de la planète, ou si on massacre la planète, voire des habitats, des populations indigènes. Tous ces sujets-là sont des sujets qui ont un sens et qui ont un sens pour faire société. Comme d'ailleurs, et ça vient d'être évoqué, sur l'entreprise à mission. Moi, quand j'étais jeune juriste, jeune avocat, l'entreprise, la société, elle était là pour partager des pertes, des bénéfices, donner du boulot, mais surtout avoir des marchés et faire des profits. On a vu en 30 ans, 40 ans, on voit bouger ces lignes-là, on voit des jeunes qui rentrent en entreprise, mais pas que des jeunes, on voit aussi, beaucoup de salariés et beaucoup de dirigeants qui commencent à comprendre que l'entreprise est dans un environnement social et sociétal. Et comme l'a dit François Gall tout à l'heure, on n'y arrivera pas uniquement à travers les engagements de l'État. On a besoin de toute la société, on a besoin de toutes les personnes qui participent à la fois la création de richesses, à l'emploi et à la consommation au sens large. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai retenu. Après, on peut retenir plus dans le détail, mais il faut bien comprendre, et juste quand même, c'est pas pour minimiser ce qui a été dit tout à l'heure. Mais attention à ne pas voir l'Europe comme une France en plus grand. Ça vaut également pour l'Allemagne ou pour d'autres pays. Il faut bien comprendre que les textes que nous sommes en train d'essayer de mettre au niveau européen sont des textes qui doivent être adoptés globalement par 27 pays. Et dans ces 27 pays, tout le monde n'a pas le même rythme, la même appréciation et la même culture, ni du social, ni de l'économique, et encore moins de l'environnemental. Donc il faut qu'on arrive à avancer, parce que si l'Europe n'avance pas groupée, évidemment, elle ne pourra en aucune manière résister encore et encore aux normes qui lui viennent des États-Unis ou qui viendront de Chine
demain. C'est par la puissance de notre marché intérieur, par la puissance de notre économie et notre solidarité que nous arriverons à faire en sorte que nos normes, non seulement nous soient, je vais dire, communes, mais surtout qu'elles puissent peser et être respectées au niveau international. Ça ne veut pas dire qu'on va fermer les frontières de l'Europe, ça veut simplement dire qu'on discutera d'égal, à minima, et peut-être même dans un rapport de force un peu meilleur, avec les États-Unis ou avec la Chine. Ou avec d'autres intervenants sur les marchés internationaux, par exemple comme le Brésil de Bolsonaro. Donc nous devons être unis, nous devons avoir des normes et des textes, mais nous devons comprendre, et je sais que vous faites cet effort-là pour arriver à le mettre au niveau européen, nous devons comprendre que tout le monde ne parle pas la même langue au niveau européen et donc il faut trouver les communs dénominateurs. Voilà, et c'est ça que votre travail, évidemment, au niveau de la plateforme RSE, et je l'espère, ce que l'on va arriver à faire au Parlement, avec un mot sur la présidence française, parce que j'ai vu passer une question qui est une vraie question factuelle, avec les élections en même temps, est-ce qu'on ne va pas perdre un peu de capacité pour la présidence française à agir? La réponse est probablement oui, mais pour autant, le travail qui a été fait, et je tiens à lui rendre hommage encore une fois aujourd'hui par Olivier Grégoire et par l'ensemble de ses équipes à Bercy, mais pas que, mais notamment par Olivier Grégoire, sur ces sujets de RSE, de CSRD, d'entreprises à impact, à mission, etc. Tous ces sujets-là ont déjà été préparés par la présidence française. Ils sont déjà évoqués avec la présidence slovène, qui est actuellement en cours. Et donc, même si ce n'est pas une priorité pour la présidence slovène, elle a dit qu'effectivement, elle a mis à l'agenda. Les Français ont décidé de faire de ce sujet des sujets majeurs de leur présidence. Moi, j'espère qu'on va pouvoir sortir le texte avant. Là, normalement, on devrait le voter sur la CSRD à peu près au mois de mars. Donc, le devoir de vigilance, ça va être un peu décalé et j'en suis vraiment, Marie, j'en suis désolé parce que la NFRD, la CSRD et le devoir de vigilance ont un sens d'agir en même temps parce que la CSRD, c'est l'obligation de dire en fait et de déclarer, alors que le devoir de vigilance, c'est d'abord et avant tout l'obligation de faire, même si c'est une obligation de moyens, donc ça se décline. Donc j'espère que le devoir de vigilance pourra avancer aussi, il sera un peu décalé par rapport au sujet sur lequel mon rapport va démarrer, là, puisque je le présente la semaine prochaine en commission jury. Donc voilà, juste ce que je voulais dire, c'est encore une fois, tout ce que vous avez dit, je le partage. Tout ce dont j'ai encore besoin, moi, pour pouvoir être un législateur efficace, c'est que vous continuez à mobiliser, qu'on continue à échanger, qu'on continue à parler, chacun évidemment dans son secteur, et que cette convergence qu'on a vue aujourd'hui, eh bien, elle continue jusqu'à l'adoption du texte et puis après l'implémentation des directives, de la directive révisée dans l'ensemble des 27 pays. Merci beaucoup Pascal Durand. Parler, échanger, faire converger, c'est un peu notre travail à la plateforme RSE, donc je pense qu'on va continuer avec plaisir. Je voulais vous remercier tous. C'est toujours un peu un pari, ce type de rendez-vous. Comment on rend compte d'un travail de 6 mois sur des enjeux complexes, comment on rend compte, mais en même temps on trace des perspectives tout en ayant un débat avec les acteurs représentatifs du sujet. Donc forcément, il y a des acteurs qui manquent, on aurait besoin de beaucoup plus de temps. En tout cas, merci à tous pour votre participation au groupe de travail, à mes coéquipières du groupe de travail, à votre participation aujourd'hui. Le fait que nous soyons aussi nombreux, qu'il y ait autant de questions, confirme qu'on a un vrai besoin de continuer à être mobilisés sur ces sujets. La présidence qui s'ouvre, ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'un autre chapitre. On va continuer à être très vigilants. Et puis, je n'ai pas eu l'occasion de voir toutes les questions de ma place, toutes les questions posées dans le chat, mais je pense on va en garder trace et elles vont continuer à nourrir nos travaux. Sur ce qui est de la société à mission, ça fait partie des sujets que la plateforme RSE a en tête et dont elle a envie de se saisir avec des rendez-vous prévus dans les prochains mois. Donc, si on n'a pas pu répondre à tout aujourd'hui, et je sais combien ça peut être frustrant de poser des questions dans le chat,
chat et qu'on n'ait pas eu le temps d'y répondre. Moi, j'ai eu la chance de ne pas tout voir, donc je ne sais pas combien de questions nous avons dû écarter. En tout cas, on en gardera trace et ça va, on gardera ça comme point de vigilance des sujets, des attentes des parties prenantes. Merci à tous. À très bientôt. On est parfaitement dans les temps. Je voulais juste dire que cette conférence sera disponible en replay pour ceux qui n'avaient pas eu la possibilité de la voir en entier. Donc, merci à tous.